Alors, on pense acheter ou vendre une propriété au Québec? Eh bien, attention, si on a l'habitude de comment ça se passe ailleurs au Canada, il faut savoir qu'ici, c'est un tout autre monde. Le cadre juridique est vraiment unique, et on va décortiquer ça ensemble. Parce qu'au Québec, une transaction immobilière, c'est bien plus qu'une simple question de prix et de quartier. Non, non. C'est un processus qui est entièrement dicté par un système juridique qui n'existe nulle part ailleurs en Amérique du Nord. Et ça a des conséquences très très concrètes sur les droits et les obligations de tout le monde impliqué. Alors, pour bien comprendre ce qui rend le Québec si particulier, il faut aller à la source, au cœur du réacteur si on veut. C'est un peu comme le système d'exploitation d'un ordinateur. C'est ce qui fait tout fonctionner en arrière-plan et sur lequel toutes les règles immobilières sont construites. Et là voilà la grande différence. D'un côté, le reste du Canada fonctionne en common law. Ça veut dire que la loi s'appuie beaucoup sur les décisions passées des juges, ce qu'on appelle la jurisprudence. De l'autre côté, il y a le Québec, avec son droit civil. Ici, c'est différent. On a un grand manuel de règles, un code, où presque tout est déjà écrit et organisé. C'est beaucoup moins une question d'interprétation des cas passés. Et ce fameux manuel, c'est le Code civil du Québec. C'est vraiment le document de référence pour tout ce qui touche la vie privée des gens. Il régit les relations entre les personnes, leurs biens, que ce soit pour le mariage ou bien sûr pour l'immobilier. C'est la Bible en quelque sorte. Bon, assez de théorie, passons à du concret. Disons qu'on s'intéresse à une maison. Comment faire pour connaître son histoire, son pédigré légal? Eh bien, la toute première étape, c'est de consulter son dossier public. Parce qu'au Québec, il faut imaginer que chaque propriété a sa propre biographie officielle. C'est un document public, accessible à tous, qui retrace tout son parcours juridique. Et cette histoire, elle est consignée dans un endroit bien précis, le registre foncier. Le registre foncier, c'est donc ce grand livre de comptes public pour l'immobilier. C'est là qu'on va inscrire un acte de vente pour dire « Ok, le propriétaire a changé » ou encore un acte d'hypothèque. Le but est super simple, mais absolument crucial. La transparence. Que tout le monde puisse vérifier qui a quel droit sur un immeuble. Et voilà un exemple simplifié ce qu'on y trouve. C'est comme lire une chronologie. On voit ici que, d'abord, un certain Richard vend à Cartier. Simple. Ensuite, hop, une servitude apparaît. C'est quoi ça? C'est un droit d'usage, par exemple, pour que Bell Canada puisse passer des fils sur le terrain. Puis on voit que Cartier vend à son tour à de Champlain et Mance et que ces derniers prennent une hypothèque avec la Caisse nationale. Tout y est, dans l'ordre. C'est clair, c'est public et ça raconte toute l'histoire. Ok, on a parlé de la propriété elle-même. Maintenant, parlons des personnes. Qui sont les joueurs clés dans une transaction immobilière au Québec? Et surtout, qu'est-ce qui rend leur rôle, leur pouvoir et leurs obligations si différents ici? Et là, on arrive à un personnage central, typiquement québécois dans ce contexte, le notaire. Attention, ce n'est pas un avocat. Un avocat représente une partie. Le notaire, lui, est un officier public. Il est neutre, impartial. Son rôle, c'est de s'assurer que la transaction est légale et juste pour tout le monde, l'acheteur comme le vendeur. C'est lui qui prépare le contrat final et qui s'assure que tout est en règle. Maintenant, une question qui peut sembler un peu personnelle, mais qui, en droit immobilier québécois, est absolument fondamentale. Marié ou pas? Ça peut paraître anodin, mais ça change tout. Voilà pourquoi, au Québec, dès qu'un couple se marie ou s'unit civilement, la loi crée automatiquement ce qu'on appelle le patrimoine familial. C'est une sorte de bouclier juridique qui protège certains biens, et tout particulièrement la résidence familiale. Et le point clé, c'est que cette protection s'applique peu importe qui est le propriétaire officiel sur le papier. Regardez ce tableau, c'est limpide. Si on est conjoint de fait, la personne dont le nom est sur le titre de propriété peut vendre la maison toute seule sans la signature de l'autre. Point. Mais pour un couple marié, c'est une autre histoire. C'est impossible. Même si la maison est au nom d'une seule personne, cette personne ne peut pas la vendre ou prendre une hypothèque dessus sans obtenir le consentement écrit de son époux ou épouse. C'est une protection légale extrêmement forte pour le conjoint non propriétaire. Ok, on a vu le système de droit civil, le registre foncier, le rôle du notaire, l'impact du mariage. Maintenant, mettons tout ça ensemble. Comment ça se déroule une transaction étape par étape, de la première offre jusqu'au moment où on a enfin les clés en main? Le processus est vraiment très structuré. Étape 1, la promesse d'achat. C'est l'offre et on va voir qu'elle est très engageante. Étape 2, la réalisation des conditions. C'est là que l'acheteur doit obtenir son financement, faire inspecter la maison, etc. Étape 3, tout le dossier part chez le notaire. Lui, il fait toutes les vérifications nécessaires et prépare les documents. Et enfin, étape 4, la signature de l'acte de vente. C'est le moment final. Et j'insiste sur ce point, la promesse d'achat. Le mot promesse est un peu trompeur. Ce n'est pas juste une intention.
Une fois qu'elle est acceptée par le vendeur, c'est un véritable avant-contrat qui est juridiquement contraignant. Ça veut dire que le vendeur s'engage à vendre et l'acheteur s'engage à acheter. On ne peut pas juste changer d'idée comme ça, ce n'est pas une option. Et tout ça nous mène au grand final, la signature de l'acte de vente. C'est le moment où tout le monde se réunit chez le notaire. On signe le document officiel qui transfère la propriété. Ensuite, le notaire va publier cet acte au registre foncier, et c'est là que ça devient public et opposable à tous. La boucle est bouclée. Finalement, on pourrait croire que toutes ces règles rendent les choses compliquées. Mais en fait, il faut voir le système québécois non pas comme un obstacle, mais plutôt comme une carte routière très, très détaillée. Chaque règle, chaque étape a une raison d'être. Assurer la sécurité, la clarté et la protection de toutes les personnes impliquées dans la transaction. Alors, entre le rôle unique du notaire, l'importance capitale du statut matrimonial ou le poids juridique d'une simple promesse d'achat, on voit bien que le système québécois a ses propres codes. Les comprendre, c'est vraiment la clé pour que tout se passe bien. Ce qui amène une bonne question à se poser. De tout ce qu'on a vu, quelle est la plus grande différence, celle qui change vraiment tout par rapport à ce qu'on pourrait connaître ailleurs ?